Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Vidéocast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clé pour les entrepreneurs africains, l'accès au financement et plus particulièrement la finance verte. Pour ce faire, je suis ravie d'accueillir Mélanie Keita, qui est cofondatrice et CEO de Mélanine Capital. Alors son objectif? Accompagner les entrepreneurs africains pour accéder plus facilement en capitaux, tout en mettant l'accent sur l'impact et la durabilité. Quelles sont les barrières? Comment lever les freins pour rendre la finance plus accessible? Quel rôle peuvent jouer les institutions financières et les institutions de financement? Ce sont les points dont nous allons parler aujourd'hui avec Mélanie. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Rebecca, un plaisir, ravie d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît commencer par nous présenter Mélanine Capital? Je m'appelle Mélanie Keita, je suis d'origine franco-sénégalaise et donc j'ai commencé à cofonder Mélanine Capital après avoir travaillé 7 ans dans le private equity et les fonds de finance de développement internationaux, donc en particulier en France, au Kenya et en Allemagne. Et Mélanine Capital est née d'un constat très simple, c'est que il est très difficile pour toutes les banques de pouvoir financer des très petites entreprises, principalement parce que leur process était particulièrement compliqué et particulièrement coûteux, et donc elles préféraient toujours financer des entreprises un peu plus grosses qui leur permettaient de faire plus de profit avec moins de risques. Et donc nous, on a essayé de comprendre comment on pouvait aider les PME africaines en utilisant la digitalisation et donc en créant une plateforme 100% digitale pour qu'elles puissent accéder au financement. Mais on s'est rendu compte qu'elles pourraient avoir accès à de meilleurs financements, en plus si elles étaient dans un secteur plutôt durable ou en tout cas avec un impact climatique fort. Dans ces secteurs-là, on arrive à avoir des financements comme le crédit vert, sont octroyés à des coûts moins importants, et aussi des crédits carbone qui du coup ne demandent pas un retour sur investissement. Et donc c'est comme ça que Mélanine Capital est né. Et donc avec l'idée de pouvoir créer une nouvelle offre bancaire qui soit focalisée sur la nature africaine ou l'environnement africain pour aider l'entrepreneuriat africain. Et donc depuis 2021 maintenant, nous avons travaillé avec plusieurs institutions financières, d'abord avec des banques comme Absa, Ecobank, et puis des institutions du développement comme la GIZ, la Banque africaine du développement et le Fonds de garantie africain. Et aujourd'hui, on finance directement des entreprises depuis l'année dernière, donc 2024, avec des crédits verts et vraiment très rapidement des crédits carbone. Merci Mélanie pour cette présentation. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos cibles? Qui sont ces acteurs que vous accompagnez? Donc 70% de notre portefeuille se focalise sur l'agriculture, et c'est parce que finalement, quand on regarde le crédit vert et le crédit carbone, c'est principalement adapté à l'agriculture, parce que pour le crédit carbone, il faut planter des arbres, réussir à retraiter des déchets ou à faire de l'énergie solaire. Et donc, dans l'agriculture, il y a énormément d'opportunités. On a énormément de fermiers qui font de la noix de macadamia, de l'avocat, des bananes, des mangues. Et donc, ça leur permet de continuer leur business tout en fait, créant un impact environnemental fort en plantant des arbres qui vont absorber le CO2. Ces fermiers ont également besoin d'irrigation, donc il y a toute la partie traitement d'eau, utilisation du solaire pour faire de l'irrigation automatisée, de l'agriculture de précision. Et puis après, pour le reste, bien sûr, on travaille avec des entreprises qui font du solaire, que ce soit frigo solaire ou directement les panneaux solaires avec de la construction, etc. C'est typiquement le genre d'entreprise sur lesquelles on se focalise, et il y a une très petite partie du portefeuille qui est basée sur le recyclage et le upcycling. Quand on parle de ces PME, quels sont leurs premiers besoins? En soi, la plupart des PME, quand on parle PME, en fait, on pense à des entreprises qui parfois sont même pas formalisées comme des entreprises, d'accord? Donc, c'est les fermiers. La grosse partie de nos économies sont sur l'agriculture, ou alors dans tout ce qui est ce qu'on appelle retail, donc toutes les petites boutiques qui vendent soit des fruits et légumes, soit directement des produits finis comme des bouteilles de coca ou des produits, des gels douche, de l'huile pour cuisiner, etc. Ce qu'on appelle au Kenya, nous, des duka, donc des petites épiceries informelles. Donc ça, c'est quand même la majeure partie de nos PME.
Après, bien sûr, on a les salons de coiffure, on a les supermarchés, etc. Après, on a des PME un peu plus grosses, les restaurants, etc. Mais la grosse partie que nous, on voit, c'est les fermiers et les petites boutiques. Et donc, ils ont enfin, les besoins de ces PME, on a d'abord les besoins en fonds de roulement, d'accord? Après, on a des besoins en équipement, donc ce qu'on appelle asset finance. Et puis, euh, et puis après, voilà, on peut avoir d'autres besoins de financement, d'assurance, etc. Mais les deux plus gros besoins, c'est les besoins en fonds de roulement et les besoins en équipement. Les besoins en fonds de roulement, donc pour un fermier, c'est de pouvoir avoir le financement pour avoir les graines, pour avoir tout ce qui est fertilizer, genre tout ce qui permet de créer le produit fini, du coup, de créer sa production. Donc ça, c'est le premier besoin en fonds de roulement. Et puis après, pour les petites boutiques, c'est pouvoir avoir assez d'argent pour acheter directement les fruits et les légumes ou alors les produits de Coca-Cola, Unilever, etc. Donc ça, nous, on le fait moins, on le fait que quand ces PME sont déjà vertes. Soit les boutiques ont déjà installé des panneaux solaires, etc., à travers nous, à travers d'autres partenaires. Soit les fermiers, c'est pareil, c'est des fermes organiques ou alors ce sont des fermes qui utilisent le solaire. Sinon, on va pas forcément faire ce produit-là. On va faire des produits équipements où on va financer beaucoup le solaire, etc. La particularité de ces PME, c'est qu'elles ont des besoins de cash flow assez rapides parce que la boutique, elle va avoir besoin d'avoir son besoin en fonds de roulement le lundi. Elle aura déjà tout vendu le dimanche. Donc, c'est des produits qui sont un peu plus compliqués pour les banques à mettre en place, où on a des prêts sur une semaine, sur 2 semaines. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fintech comme nous qui, en fait, se mettent sur ce segment. Si on se concentre spécifiquement sur les PME dites vertes, quels sont les freins qui les empêchent d'accéder à la finance verte? Il y a plusieurs freins à accéder à la finance verte et à la finance en général. Mais bon, le premier qu'on voit déjà, c'est l'information. Si on ne sait pas ce que c'est que la finance verte et si on ne sait pas qu'on est éligible, bah, on n'ira pas aller chercher de finance verte déjà pour commencer. Donc il y a besoin d'énormément d'informations. Et donc nous, on voit des fermes qui n'ont aucune idée qu'elles peuvent avoir accès à du crédit carbone ou à même des crédits à moindre coût. Elles n'en ont aucune idée. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir informer les gens. La deuxième, c'est une question de collatéral. On a quand même un gros problème de garantie. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le Fonds de garantie africain pour qu'il y ait moins de besoin de demander un collatéral pour les prêts qu'on prend. Donc les collatéraux, c'est en général soit des maisons, des voitures ou des terrains. Et donc ça, il y a beaucoup de PME qui n'ont pas ça. Et le troisième frein, c'est le prix. Aujourd'hui, au Kenya, le plus bas coût pour un prêt, c'est 17,25%. C'est très cher déjà. Et la plupart des fintechs, elles prêtent plutôt autour de 50-60%. Donc, par an. Donc, du coup, c'est très prohibitif. Quand on regarde les marges des PME, elles font maximum 20, peut-être 25%. Donc, quand on prête déjà à 17,5, on a déjà avalé quasiment la plupart des marges de ces PME. Donc le prix et le coût des prêts sont aussi euh, un énorme frein. Et puis enfin, c'est aussi une question de... Là, je vais parler plutôt des PME agricoles, c'est une question de cash flow aussi. Parce que quand on fait de l'avocat, par exemple, on va acheter les pousses d'avocat. Ça va mettre 2 ans, en fait, à créer des fruits. Donc, il y a quand même un gros laps de temps entre le moment où l'agriculteur euh, a accès, enfin, peut commencer sa production et le moment où il en récolte les fruits. Et ça, il n'y a pas de banque qui est capable de financer ce genre de choses. Donc, ce qui fait que ça doit être des agriculteurs qui font du cash flow autrement pour que... Et donc, d'où l'intérêt du crédit carbone qui permet de venir avant comme source de revenus parce que les arbres sont là et les arbres captent du CO2 dès le début. Mais voilà, ils font pas encore d'avocats, mais au moins ils peuvent générer des crédits carbone. Et alors c'est là que Mélanine Capital intervient, j'imagine, pour baisser tous ces obstacles et rendre le financement plus accessible. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment est-ce que vous les accompagnez?
La première chose qu'on fait, c'est déjà, effectivement, on fait beaucoup d'informations, donc sur les réseaux sociaux, etc. On a beaucoup de communications qui sont adaptées pour ces PME pour aussi leur communiquer pas mal les options. On travaille avec les grosses entreprises comme Coca-Cola, comme Unilever, pour aussi qu'ils puissent propager cette information dans leurs distributeurs et leurs fournisseurs. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait sur l'information. Au niveau du collatéral, nous, on ne demande aucun collatéral. On travaille avec le Fonds de garantie africain pour justement euh, gérer nos risques différemment, mais on ne demande aucun collatéral. Au niveau du prix, on utilise les crédits carbone en fait pour subventionner beaucoup nos prêts. Donc les crédits carbone, on va prendre en général 30% sur toutes les transactions carbone, ce qui va nous permettre de ne pas facturer des prêts à 50 ou 60%, mais de faire des prêts plutôt autour de 5, 6, 10%, parce qu'on utilise le crédit carbone pour accomplir nos objectifs de rentabilité. Et puis en plus, on travaille avec d'autres institutions financières comme la GIZ, l'Union européenne, pour aussi réduire nos coûts. Donc ça, c'est un peu l'action de Melaine Capital pour faire en sorte que la finance soit accessible et qu'elle permette d'aider ces PME. Alors maintenant, j'aimerais vous demander quel regard est-ce que vous portez sur les institutions financières ou les institutions de développement qui soutiennent l'émergence de cette économie verte en Afrique? Quel regard je porte sur les institutions du développement? Pour moi, je pense que leur rôle, c'est véritablement d'être un catalyseur en fait de toute cette économie verte. Et je pense que de plus en plus, ils arrivent à donner des incentives qui nous permettent d'aller dans cette direction. Donc typiquement, ce que le Fonds de garantie africain fait, c'est que il donne accès à d'autres prêteurs ou aux banques à des garanties qui couvrent 50% de leur portefeuille s'ils prêtent à des PME. Mais maintenant, ce qu'ils disent, c'est que si vous prêtez à des PME dans l'économie verte, on vous garantit 80%. Et du coup, ça incite beaucoup plus les banques à aller sur cette thématique-là. Il y a pas mal de lignes aussi, des facilités de dette qui sont données par ces institutions de développement qui ont des critères bien spécifiques sur le climat. Je pense que grâce à ces incentives, petit à petit, on va réussir à vraiment catalyser l'économie verte en Afrique en donnant plus de produits, en tout cas bancaires, et plus de produits de crédit sur l'économie verte. Après, leur deuxième rôle, à mon sens, c'est aussi un rôle de, disons, collaboration avec les gouvernements et les régulateurs. Parce qu'il y a pas mal de choses qui permettent aux banques aussi de passer la vitesse supérieure sur certaines thématiques. Et l'une d'entre elles, c'est bien sûr les réglementations bancaires. Donc quand ici au Kenya, la Banque centrale kenyane a commencé à dire que ça allait être ça allait être une réglementation en fait obligatoire de mesurer son risque climatique, toutes les banques avaient commencé à s'agiter, à nous demander aussi chez Melaine Capital, ok, comment on calcule un risque climatique, quelles sont les technologies avec lesquelles on doit s'équiper, etc., etc. Donc, il y a toujours la carotte et le bâton. Donc, si on arrive à donner des lignes plus concessionnelles, plus soft en tout cas, pour que les prêteurs comme nous, les fintech et les banques puissent prêter à l'économie verte, il va y avoir beaucoup plus d'engouement sur le sujet. Et en même temps, si on arrive à donner plus de réglementation claire sur le pourcentage qu'un portefeuille bancaire doit avoir sur les sujets climatiques, les banques vont aussi suivre le mouvement. Alors, selon vous, pour renforcer la confiance des investisseurs dans ce type de PME, y a-t-il des partenariats qu'il serait intéressant de creuser davantage? Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, pour que les investisseurs soient confortables d'investir dans des PME vertes ou dans des startups avec des thèmes climatiques, il faut qu'il y ait deux choses, hein. Il faut qu'il y ait une rentabilité claire et il faut qu'il y ait un risque, une mesure du risque qui soit moindre comparé au retour potentiel. Donc, jusqu'à 2018 ou 2015, on avait l'impression que les sujets climat étaient des sujets philanthropiques. Aujourd'hui, c'est quand même assez clair que ce sont des sujets à rentabilité forte. Après, ça restera toujours
des rentabilités moins fortes que si on investit sur le pétrole et le diamant. Enfin, c'est juste clair. Donc, en fait, pour que les investisseurs privés s'intéressent, il faut aussi avoir en tête quel genre d'investisseur avec quel investisseur privé on parle. Euh, et si c'est des investisseurs qui ne regardent pas forcément le minier, dans ces cas-là, oui, les thèmes climatiques vont être beaucoup plus intéressants parce qu'il y a du solaire, il y a énormément de solaire en Afrique, il y a énormément d'hydro, il y a énormément de géothermie, il y a même de l'éolien. Et puis, donc ça, c'est tout ce qui est en rapport avec l'énergie. Il y a énormément de choses à faire sur l'agroforesterie. Plus le marché carbone se formalise, plus il va y avoir d'intérêt à investir dans la foresterie, à investir dans tout ce qui est management de l'eau, etc. Donc, en termes de rentabilité, on est clair. Maintenant, en termes de mesure du risque, effectivement, c'est là où les gouvernements ont beaucoup à jouer parce que plus les réglementations sont erratiques, plus les gouvernements sont instables, moins on attire des investisseurs privés. Et là, en ce moment, en Afrique, on est en train de voir une vague, disons, d'instabilité, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest ou même au niveau de la Corne de l'Afrique, qui vont pas rassurer les investisseurs. On voit de plus en plus que des investisseurs qui étaient venus en masse en 2015, 2016, d'Amérique, d'Asie, enfin du Japon, etc. Maintenant, ils sont déjà partis. Bon, après, c'est ceux qui n'étaient pas forcément enfin, qui n'étaient pas forcément convaincus de l'Afrique et qui investissaient de façon marginale. Donc, on va voir comment ça évolue, mais le risque, pour l'instant, risque de continuer à s'accroître et pas à décroître. Donc, c'est à ce moment-là que les gouvernements et donc les institutions du développement ont besoin de travailler avec les gouvernements pour rendre la réglementation au niveau du business, au niveau des investissements étrangers, la plus flexible possible, la plus attractive possible, je dirais. Et alors, le rôle de la technologie et des outils numériques dans tout ça, quelle est leur place? Je pense que la technologie va vraiment aider à optimiser ces marchés-là et ça va aider aussi à augmenter cette rentabilité. Forcément, si on prend même le solaire, au tout début, la technologie était naissante, c'était hyper cher. Aujourd'hui, c'est une commodité, le solaire. C'est hyper facile de se le procurer, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rentable, etc. Les outils numériques, par exemple, dans le carbone, on utilise les images satellites pour essayer d'avoir une image très claire des arbres qui ont été plantés et donc de pouvoir calculer comment le carbone a été séquestré, etc. Et avoir la plus grosse précision vis-à-vis des marchés des crédits carbone. On va avoir les technologies digitales ont permis aussi d'avoir vraiment avec précision de savoir combien d'énergie solaire a été créée, de pouvoir traquer même les déchets qui ont été recyclés grâce à des QR codes, etc. Donc il y a de plus en plus de choses que les technologies digitales sont capables de mettre en place, qui vont apporter de la confiance et qui vont réduire le risque au vu des investisseurs. Bon, pour le moment, on est vraiment au début. Hein, quand il s'agit du climat, il y a beaucoup de choses que l'IA va apporter, qui va vraiment nous aider, que le satellite a apporté, qui va beaucoup nous aider, que les outils connectés ont apporté, qui continuent à nous aider. Donc, vraiment, c'est le moment, en tout cas, pour les technologies digitales de se développer le plus possible. Quand on parle d'innovation financière, quelles sont les innovations prometteuses qui existent et qui vont changer la donne pour démocratiser l'accès aux capitaux verts en Afrique? Dans l'innovation financière, il y a plusieurs choses. Il y a la digitalisation et après, il y a l'ingénierie financière. La digitalisation, c'est vraiment comment on arrive à optimiser les process pour faire en sorte qu'on puisse donner accès à des capitaux qui, normalement, n'étaient accessibles qu'à des grosses entreprises. Donc, typiquement, si on prend les crédits carbone, il faut normalement être certifié. Il faut être certifié par soit Gold Standard, soit une entreprise qui s'appelle Vera. C'est très long, il y a beaucoup d'avocats, d'experts qui sont mis dans la boucle et donc ça coûte beaucoup d'argent. Si on digitalise tout ce process-là, déjà, on va réduire les coûts. Et donc, ça va permettre à des PME qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont un impact climatique très important, de pouvoir vendre leur carbone. Donc ça, c'est la première chose sur la digitalisation.
Ensuite, sur l'ingénierie financière, il y a plusieurs choses qui sont explorées aujourd'hui qui sont très intéressantes. Et l'ingénierie financière, c'est comment on met en place ce qu'on appelle des special purpose vehicles, donc des structures juridiques où il y a plusieurs poches ou plusieurs fonds qui ont différents retours sur investissement et qui permettent ensuite de donner des capitaux qui soient plus intéressants. Donc typiquement, si on prend l'exemple de l'impact investment, l'ingénierie financière ici, c'était d'avoir des fonds privés qui cherchent des retours sur investissement très importants, autour de 15%, et de les mélanger dans la même structure juridique avec des fonds philanthropiques qui ne demandent aucun retour sur investissement. Donc 15%, si on fait la moyenne des retours, au final, ça veut dire que comme il y a du philanthropique qui demande 0%, on pouvait aller chercher un retour sur investissement autour de 5, 6, 7%. Je caricature, d'accord? Mais donc, c'est pareil avec la dette. Donc nous, au début, quand on a commencé le crédit vert, on allait chercher de la dette privée qui cherchait des taux d'intérêt autour de 10-12%. Puis après, on cherchait de la subvention qui ne recherchait pas de taux d'intérêt. Et donc, en mélangeant les deux, on pouvait faire des prêts beaucoup moins chers, autour de 5, 6, 7%. D'accord? Mais là, on va pouvoir faire des mixtes, on va pouvoir aussi mélanger des crédits carbone, de la dette, de la subvention, etc. Il y a même des structures où il y a le fonds crédit carbone qui attire des investisseurs en equity et qui, eux, se rémunèrent sur la vente des crédits carbone. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de se créer, qui sont assez intéressantes, qui, pour l'instant, demandent à être testées, mais il y a pas mal d'ingénierie financière et d'innovation financière qui vont venir sur le marché, ça, j'en suis sûre. Et enfin, je voudrais vous demander, toutes ces innovations ne vont pas forcément de pair avec les cadres réglementaires africains actuels. Quels seraient les changements qui seraient nécessaires pour avancer? C'est sûr qu'il va y avoir besoin de beaucoup de changements. Nous, on a la chance en Afrique de l'Est d'avoir des régulateurs qui sont très avancés sur la digitalisation. Et donc, par exemple, nous, on travaille avec le Capital Market Authority, l'autorité des marchés financiers kenyane, qui a un laboratoire, ils appellent ça une sandbox. Et donc, on fait beaucoup de tests avec eux à travers cette sandbox pour tester, du coup, ces différentes transactions carbone. Donc ça leur permet à eux de comprendre comment on fonctionne, de comprendre les acteurs et de drafter des réglementations en fonction. Donc ils font ça sur pas mal de choses, c'est comme ça qu'ils ont créé la réglementation sur le crowdfunding et sur le crowdlending, etc. Dans les années passées. Donc moi je pense que toutes ces innovations vont s'inscrire dans un nouveau cadre réglementaire qui va s'intéresser principalement au carbon trading, parce que c'est là où les États ont aussi vu qu'ils pouvaient avoir beaucoup d'argent, et qui vont regarder aussi tout ce qui est green bonds. Je pense qu'on va pas aller même dans le secteur bancaire. Je pense que ça va beaucoup être une approche sur le risque, donc vraiment évaluation du risque climatique avec certains quotas du portefeuille qui pourront pas être sur des secteurs très polluants. Enfin, il va y avoir ce genre de ratio. Je pense pas qu'il y aura comme dans le monde du marché ou des transactionnels de l'autorité marché financier, où là on va regarder à créer même de nouveaux marchés, créer de nouveaux instruments, etc. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faut que les régulateurs soient ouverts à la discussion, il faut qu'ils aient ce genre de sandbox pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils n'aient pas peur, disons, de passer le pas, quoi. Oui, donc on le comprend, il reste un boulevard de possibilités. Merci Mélanie pour ces éclairages, merci pour votre temps, pour ce partage d'expérience et d'expertise qui, je suis sûre, ont suscité beaucoup d'intérêt. Et je vous dis à très bientôt. À tous nos internautes, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube de Microsafe Consulting francophone pour retrouver plus de contenu autour de la finance digitale. À très bientôt. Merci.